le Roswell russe, les témoins militaires. Voilà, c'est vachement intéressant. Les témoins militaires, le Roswell russe. Dans une histoire qui sort réellement de l'ordinaire, un ovni présentant un diamètre de 25 mètres atterrit sur 3 supports prévus à cet effet en face du principal bâtiment d'une base de missiles qui se trouvait faire partie du système de défense aérienne de la Russie. L'ufologue Yuri Stroganov nous précise que cet atterrissage aurait eu lieu le 25 mars 1994, donc il y a 25 ans, à 14 heures. Le rapport stipule que quelque chose ressemblant à une soucoupe volante se posa sur une placette en face du bâtiment. Imaginez le truc. En plus, ça tient carrément, tout va bien. 5 minutes plus tard, tous les militaires disponibles formèrent un périmètre autour de l'OVNI. Leurs fusils d'assaut prêts à faire feu. Mais justement, on ne va pas faire long feu. Contemplant l'objet à une distance de 100-150 mètres, les témoins déclarèrent qu'il s'agissait d'une soucoupe classique, un disque argenté avec un dôme. C'est vrai que ça doit être très beau à voir, un métallique. Enfin, c'est pas métallique, on dit que c'est métallique, mais c'est pas métallique, c'est parce que c'est fort. C'est vraiment la couleur métallique. Un disque argenté avec un dôme sur le dessus, 3 demi-sphères en dessous, on imagine. Et 3 supports d'atterrissage, 3 tiges. Comme nous l'avons vu, le diamètre de l'objet était d'environ 25 mètres et celui du dôme avoisinait les 6 mètres. Quand même. C'est pas un petit non plus. Quant aux moitiés de sphères situées sous l'engin, leur diamètre devait mesurer approximativement 4 mètres et demi. Une subtile touche de bleu venait renforcer la couleur argentée de l'objet, qui miroitait intensément dans la lumière de ce milieu d'après-midi. Moins de 10 minutes après l'atterrissage, comme le demandait l'instruction du 7K de 1980, l'officier de permanence rapporta l'incident à ses supérieurs. L'ordre fut donné de ne pas approcher l'OVNI et de cesser toute activité pouvant être interprétée comme agressive et susciter une réaction belliqueuse de la part de l'objet. Un message annonça également l'arrivée d'un avion transportant un laboratoire mobile et des chercheurs, probablement des ufologues du 7K. L'appareil apportait 15 spécialistes militaires, arriva 3 heures plus tard environ. Après l'avoir filmé l'objet lors de leur approche du site. C'est malheureux parce qu'on n'a pas les vidéos, généralement c'est top secret. Les chercheurs se séparèrent en 3 groupes, affublés de combinaisons brillantes et hermétiques destinées à les protéger des biorisques, et brandissant toutes sortes d'instruments, les membres de l'équipe d'intervention rapide entreprirent de s'approcher de l'OVNI. Alors qu'il ne se trouvait plus qu'à environ 5 mètres de distance, c'est très très près, l'objet ou l'air qui l'enveloppait se mit soudainement à onduler. On imagine le truc, comme s'il avait été frappé par une sorte de distorsion. Un étrange grésillement se fit entendre, et le sol trembla légèrement sous les pieds des témoins. L'OVNI se mit alors à décoller lentement, et alors qu'il prenait de l'altitude, la surface couverte d'asphalte de la placette se souleva dans sa direction. Lorsque l'OVNI atteignit une quinzaine de mètres d'altitude, il stoppa son ascension, et ce qui lui tenait lieu de train d'atterrissage s'escamota dans la partie basse de son fuselage. Il effectua ensuite un genre de spirale avant de disparaître dans une explosion de lumière. Vous imaginez le truc, Il disparaît dans une explosion de lumière. L'équipe d'ufologues resta sur place une journée supplémentaire après le départ de l'objet. Tu m'étonnes que ça marque. Probablement pour recueillir des éléments d'information et rédiger des rapports. Au moment où se sont produits les faits, le chef du programme de recherche sur le phénomène OVNI était le major général A. Savine, alors haut responsable au sein de l'armée russe. Cet incident nous montre clairement que la Russie avait conservé des équipes d'intervention rapides qui pouvaient être mobilisées et envoyées promptement sur le site où avaient eu lieu des rencontres avec des ovnis. Il y eut ensuite une rumeur affirmant que l'armée russe avait en sa possession un ovni qu'elle avait capturé ou des débris d'un ovni qui avait été abattu. En 1992, qui est fort possible de toute façon, les ufologues russes German Kolchin et ses collègues tentèrent de vérifier cette information.
Kotenkov, chef adjoint du service juridique de la présidence russe en charge des questions de défense et de sécurité, donna une réponse vague, déclarant qu'il n'était pas personnellement au courant d'objets non identifiés qui seraient conservés quelque part à des fins d'études. Bouche cousue, bon. Le colonel Sokolov, qui dévoile la différence aspects de la recherche militaire russe à des journalistes américains, en visite en 1993, affirma qu'il n'avait jamais vu aucune trace physique qui aurait permis d'attester l'existence des ovnis. Mais Sokolov, selon Kolchin, dans le magazine NLO de 2000, révéla également que 3 chasseurs soviétiques s'étaient écrasés, malheureusement 3 chasseurs soviétiques écrasés, alors qu'ils avaient pris un ovni en chasse et qu'un pilote y avait même perdu la vie. Listratov déclara que les soviétiques avaient récupéré l'épave d'un ovni dans la région d'Omsk, et qu'une partie de la technologie qui les renfermait les avait inspirés pour leur programme Guerre des étoiles. L'ufologue, ça me fait penser au livre que j'ai, Programme sociaux secrets, tout le plan qu'ils font, tome 3, c'est exactement ça. L'ufologue A. Amfolov précisa ultérieurement que la récupération d'OMSK avait eu lieu le 13 octobre 1987. Toutefois, le 18 juillet, manque un L, tiens, il y a une faute, 2003, le journal russe Pravda fit apparaître une histoire prétendant que l'OVNI censé avoir explosé et dont on avait récupéré des débris OMSK était en réalité l'un des étages d'un fuselage, comme par hasard, qui avait servi au lancement d'un satellite militaire depuis le cosmodrome de Plesek. Je vois pas le rapport. Et pas du tout le rapport. Le journal expliquait que le sombre étage d'une fusée porteuse s'était séparé de l'ensemble et qu'il était retombé au sol. La séparation du second étage se produisit à plusieurs milliers de kilomètres du cosmodrome russe. Il est possible de voir quelque chose seulement à l'aurore ou avant l'aube. Quand il fait nuit mais que la traînée de combustion est éclairée par la lumière du soleil, explique le reporter, j'arrive pas à le lire, le journaliste affirme qu'on ne pouvait voir ce type d'événement aussi qu'à Omsk et dans le voisinage de la ville. L'ufologue Amfolov, qui s'intéresse au supposé crash d'OVNI, affirme également qu'un OVNI explosa en 1981 dans la zone interdite de la péninsule de Kola. D'après ces informations, les experts de l'armée soviétique récupèrent des débris de l'objet. Le rapport d'Amfolov paru dans NLO, le numéro 8 1996, et fit grand bruit. Amfolov est aussi connu pour avoir identifié la base militaire où l'objet de Mont-Chekorsk avait été stocké avant qu'il ne soit transféré à Mont-Chekorsk, à savoir la base aérienne de Veshovo. Et il est également le premier à avoir révélé la date de l'incident d'OMSK, le 13 octobre 1987. Le gouvernement soviétique avait demandé à NPO Energia, un groupe d'entreprises militaires ou industrielles, de mettre sur pied la version russe du programme Guerre des étoiles, comme par hasard. Le 24 août 1996, NMPO Energia, devenu ensuite RCSCS Energia puis RKK Energia, célébra son 50e anniversaire en tant que pionnière dans le domaine de la technologie spatiale. C'est le légendaire académicien Sergueï Korolev qui avait fondé ce qui est devenu aujourd'hui une corporation russe privée. Au cours des années 70 et 80, Energia avait été associé à des projets complexes de guerre spatiale. 2 véhicules de combat furent développés de conception identique mais équipés de différents types d'armements, dont des lasers et des systèmes de missiles. C'est un peu comme les avions allemands des années 40. Ils étaient toujours en avance de 20-30 ans, comme par hasard. Sauf qu'ils ont été sur la Lune, Vénus, Mars, c'est pas étonnant. Les Onebu, Vril. Carte de la partie orientale de la Russie. Bon, c'est pas quelque chose d'intéressant, mais... Je vais vous lire la fin. Au début des années 1990, les militaires affectés de la défense spatiale s'intéressèrent à 2 projets. Viktor Smirnov, le colonel général en charge des opérations, mentionna plusieurs entités engagées dans ces projets. Je dis pas parce que c'est chiant. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et il existe d'autres intervenants à l'image du mystérieux qui se garda de mentionner. Les ufologues se posent la question de savoir si ces agences ont exploité des données tirées de l'étude de technologies extraterrestres pour développer leurs projets. Déjà, ils se posent des questions.
En juillet 1997, le président Boris Eltsine, bon ça, promulgua un décret stipulant, on a même l'image avec, je ne sais plus qui, l'ancien président d'avant, là. Enfin, tous les gens qui font partie de la pyramide, un décret stipulant que les départements militaires dédiés à la guerre spatiale seraient désormais regroupés en une seule entité, qui s'appellerait Force des fusées stratégiques de la Fédération de Russie. Ce nouveau corps serait constitué de groupements militaires mettant en œuvre des missiles, des infrastructures vouées au lancement et au contrôle d'engins spatiaux et des systèmes de défense spatiale. Cette réorganisation devint effective en janvier 1998. Je fais ça pour le petit flou, c'est juste énervant. J'espère que sinon je laisse comme ça. En août 2000, bon ça va aller je crois, le monde apprit que la Russie avait l'intention de réduire son arsenal de missiles nucléaires et de regrouper ses forces armées. Les forces armées russes ne compteraient dorénavant en effet plus que 3 subdivisions, terre, mer et air, contre 4 auparavant, les fusées stratégiques étant le 4e, le président Vladimir Poutine décidant d'intégrer les fusées stratégiques au sein de l'armée de l'air. La Russie semble également vouloir devenir l'une des principales forces navales du monde. Ce nouvel intérêt pour sa puissance maritime met en évidence un autre fait intéressant dans l'ufologie russe, à savoir qu'il existe des centaines d'observations particulièrement marquantes à propos d'étranges objets et de non moins étranges entités que des marins ont aperçues au fil des ans. Des entités. Ces témoignages portent à la fois sur des objets volants et sur des OANI, c'est-à-dire objets aquatiques non identifiés, ou OSNI, objets sous-marins non identifiés, dans la mer. Bon, pas forcément dans la mer, ou objets aquatiques non identifiés. Les forces navales russes, cependant, ne semblent pas disposées à coopérer avec les ufologues et refusent de partager des informations sur des incidents mettant en scène des ovnis ou des OANI. Aurons-nous un jour l'accès à l'inestimable masse de données sur les phénomènes paranormaux qu'ont amassé les services de renseignement de la marine soviétique ? Ou connaîtrons jamais le contenu des archives réunies par les forces armées soviétiques entre 1980 et 89, époque où les phénomènes paranormaux étaient devenus un axe. Et tu vois, quand ils disent paranormal, pour moi c'est pareil, c'est la même chose. Paranormal, ufologie, porteur gaz, tout ça c'est pareil. C'est dans le même truc. Je crois que les gens n'ont pas encore bien compris. Parce que même nous on descend probablement de là, de toute façon. Époque où les phénomènes paranormaux étaient devenus un axe de recherche à part entière. À l'heure où d'anciens officiers du KGB tiennent les rênes du pouvoir dans la Russie aujourd'hui, la situation encore cette question demeure pour la moins confuse. Même si le président Poutine a clairement exprimé dans ses discours l'idée qu'il soutient la démocratie en Russie, l'opposition à son règne reste toujours aussi vive. Pendant ce temps, la Russie et l'Iran se sont conjointement mis à étudier les ovnis observés au-dessus de ce dernier en 2005. En outre, il circule d'intrigantes rumeurs en Russie affirmant que Poutine allait déclassifier certains dossiers OVNI, mais la situation reste loin d'être claire. Le 26 octobre 1998, le journal russe Novaya Gazeta rapportait que le ministère de la Défense héberge un groupe de spécialistes dans la fonction d'étudier les phénomènes paranormaux, ufologiques, tels que les ovnis ou les pratiques occultes. Selon ce journal, le major général Alexei Savine, qui dirige cette unité, aurait fondé ce groupe à la fin des années 1980. À la demande de Mikhail Mozoyev, chef d'état-major de l'armée soviétique, on dit que l'unité aurait effectué des expériences sur des êtres humains, en l'occurrence des cadets militaires, ce qui est fort possible. Il paraît également que ce groupe aurait bénéficié du soutien des plus hauts niveaux du ministère de la Défense quand certains membres de son personnel auraient prédit l'ascension d'Anatoly Kvachnin à la place de Moseyev. Waouh! Et je coupe. Le Roswell russe. Les témoins militaires. Merci. À bientôt. On imagine que ça a été bien manipulé, mais à l'origine, de toute façon, on sait très bien que c'était... Alors déjà, 5 minutes plus tard, quand ils disent que c'est le fuselage d'une fusée, c'est pas possible. Quelque chose ressemblant à une soucoupe volante. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Un disque plat métallique. Ah ouais, ça a l'air d'être une fusée. Et il est resté là pas mal de temps avant de se barrer. Oui, bien sûr. Ils étaient à 5 mètres de distance sanitaire. Je coupe, merci. À bientôt.